Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlerons de la République démocratique du Congo. L'AFC M23 annule sa participation aux discussions à Luanda. L'AFC M23 a sorti un communiqué officiel, communiqué en date de ce 17 mars, communiqué au cours duquel cette organisation annonce la non-participation de ses envoyés aux discussions de Luanda, censées permettre de trouver une issue à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. L'organisation invoque plusieurs raisons, parmi lesquelles les sanctions prises par certaines organisations, notamment à s'imaginer l'Union européenne qui continue de prendre des sanctions contre les pays impliqués dans cette crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Je m'en vais vous donner lecture de quelques portions du communiqué de l'AFC M23 et puis ouvrir le débat avec nos invités. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 exprime ses profonds regrets de constater que certaines institutions internationales s'emploient délibérément à saboter les efforts de paix en République démocratique du Congo et à rendre impossible les pourparlers tant attendus. Les sanctions successives imposées à nos membres, y compris celles adoptées à la veille des discussions de Luanda, compromettent gravement le dialogue direct et empêchent toute avancée. Cette attitude incompréhensible, équivoque et ambigu ne fait que renforcer M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa politique belliciste. Par ailleurs, l'AFC M23 attire l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale sur le fait que les forces coalisées du régime de Kinshasa poursuivent leur campagne belliciste à travers des multiples attaques au sol et des bombardements indiscriminés sur les zones densément peuplées ainsi que sur nos positions, utilisant des avions de chasse et des drones de combat de type CH4. Dans ces conditions, la tenue des pourparlers est devenue impossible. En conséquence, notre organisation ne peut plus poursuivre sa participation aux discussions. Finalement, j'ai lu tout le communiqué. Le communiqué est signé en date de ce 17 mars 2025. Nous en parlons avec nos invités. Je rappelle que nous avons été rejoints sur ce plateau par Thierry Afanouke. Thierry, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir docteur et bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Gapola.tg. Je reste avec vous pour commencer ce premier sujet et ce deuxième sujet. Alors, il faut dire que c'était prévisible parce que ces sanctions contre certains responsables de l'Alliance Fleuve Congo M23, ces sanctions étaient dans les tuyaux depuis quelques jours, voire quelques mois. D'ailleurs, le Rwanda, qui est aussi concerné par cette sanction, accusait la Belgique comme quoi elle a pris position pour la RDC, c'est-à-dire le pouvoir de Tshisekedi. Alors moi, je crois que l'Union européenne a tardé dans sa décision de sanction. On aurait pu sanctionner depuis ces responsables-là. Peut-être que ça a l'air douché l'ardeur avec laquelle le M23 a repris le combat et toutes ces avancées que ce mouvement rebelle a obtenues sur le terrain aujourd'hui ne seraient pas actées. Et je salue également le réveil de l'armée congolaise qui a compris qu'il faut mater ces rebelles-là, qui a compris qu'il faut utiliser d'autres moyens pour venir à bout de ces rebelles par l'aviation, par les drones et tout ce qui va avec, pour les amener à se reculer. Donc c'est une bonne chose. S'il y a autre chose à faire, je crois qu'il faut continuer par le faire. C'est parce que à un moment donné, le pouvoir de Kinshasa ne se retrouvait pas. C'est pour cela que il était contraint d'aller en discussion avec ces rebelles-là, parce que au tout début, Tshisekedi n'en voulait pas. Mais on lui a forcé finalement la main parce que comme il n'y a pas d'avancée notable sur le terrain par rapport à la riposte, donc
à contre-cœur et ils ont accepté de discuter. Maintenant, en plus de ce qui s'est passé, je veux parler notamment des sanctions. Je crois que la riposte du côté des FARDC doit continuer davantage pour que les territoires conquis ces derniers jours par le M23 soient repris par l'armée congolaise pour que le Congo puisse retrouver donc son intégralité territoriale. Il faut noter aussi que dans cette affaire-là, il y a une société rwandaise qui a été sanctionnée parce que cette société, c'est d'ailleurs ça le nœud du problème, parce que cette société exploitait les minerais du sous-sol congolais. Donc le Rwanda, s'il soutient aujourd'hui le M23, c'est parce que il convoite entre autres la richesse du sous-sol congolais. Donc il faudrait que tous ces soutiens là que Kagame a, parce que Kagame tient tête à beaucoup, surtout à l'Occident, si il y venait que Kagame perdait tous ces soutiens-là, je crois que il va réfléchir par deux fois avant de continuer par soutenir le M23. Merci beaucoup à vous, Thierry Fanouke. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour qu'on voit les conséquences de l'annulation de sa participation, annulation de la participation du M23, je veux dire. Maoulolo Samson Arlidja, le M23, la FC M23 a annoncé ce samedi qu'il ne participerait plus aux discussions. Les raisons évoquées, nous les avons lues tout à l'heure dans ce communiqué qu'ils ont rendu public hier. Quelle réaction de votre part? Tout d'abord, moi j'aimerais dire que la lecture que je fais des sanctions prises par l'Union européenne, c'est une volonté de mettre une pression sur le M23 pour qu'ils aillent aux négociations. Maintenant, le M23, en décidant de ne pas participer aux négociations, le fait que confirmer son téléguidage par Kigali. On s'en souvient que il y a quelques heures aussi, Kagame avait annoncé la rupture des relations diplomatiques avec la Belgique en pointant du doigt les sanctions prises contre certains membres de son gouvernement et contre son pays, dans le cadre notamment de l'engagement militaire du Rwanda dans la partie est du Congo. Donc quand le M23 publie ce genre de communiqué, c'est une façon de dire, c'est une façon de montrer ou de démontrer ou de confirmer qu'ils sont effectivement pilotés depuis Kigali. Cela, quand ils disent par exemple qu'ils pointent du doigt la contre-offensive des forces armées de la République démocratique du Congo, ça me fait un peu rire parce que c'est quand même le M23 qui a pour camion cessé le feu unilatéralement pour après aller conquérir Bukavu, alors qu'ils avaient dit qu'ils ne combattaient plus, ils envassaient au point d'aller conquérir Bukavu. Et jusque-là, il n'y a pas de cessez le feu, ce qui veut dire que les combats continuent sur le terrain, et c'est justement pour parler des différents points de ce conflit-là qu'il fallait se réunir à Luanda. Et le Congo a joué franc jeu parce que la délégation congolaise est arrivée quand même, malgré l'absence de la délégation du M23, la délégation congolaise est arrivée à Luanda et il sera présent jusqu'à la fin des 4 jours, parce que c'était une négociation prévue normalement pour 4 jours. Donc le M23, en se rétractant, montre, après avoir déclaré à plusieurs reprises qu'il voulait négocier directement avec Tshisekedi, et lorsque finalement l'occasion se présente, il se plaint de sanctions prises par l'Occident pour ne pas se présenter, montre qu'elle n'est pas dans une logique de faire la paix. Parce que la plupart des gens qui devaient se présenter même à Luanda avaient déjà été sanctionnés par la RDC. Leur tête avait été mise à prix, mais ils n'ont pas pris ça comme argument pour ne pas aller négocier avec le gouvernement congolais. Donc maintenant, pourquoi prendre comme argument des sanctions prises depuis l'extérieur pour refuser des négociations, alors que ces sanctions n'ont même pas été prises par la RDC. Est-ce à dire que les sanctions extérieures, celles de l'Union européenne, ont plus de poids que les sanctions ou la mise à prix de leur tête par Oui, la parce RDC? que les sanctions extérieures affectent plus leurs parrains. Les sanctions extérieures affectent plus leurs parrains que les sanctions prises par la RDC, du Rwanda justement, que les sanctions prises par la RDC qui n'affectaient que les individus directement, parce que c'était quand même leur tête qui était mise à prix. Les sanctions extérieures affectent plus leurs parrains, et cette décision-là est trop alignée avec la décision de Kigali pour qu'on ne voit pas l'influence du Rwanda dans cette
prise de décision, dans cette rétractation. Pour vous, c'est le Rwanda qui aurait peut-être encore tiré les ficelles pour que la FCM23 ne se présente pas aux négociations. Merci beaucoup, Maololo Samson Arlidia. Louis Kamako, la FCM23 a annoncé qu'il ne participerait plus aux discussions de Luanda, discussions censées commencer justement ce mardi 18 mars. Oui, d'abord, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a au moins une bonne volonté de la part du M23 de répondre à la main tendue du président en exercice de l'Union africaine, le président angolais, justement, qui a initié, qui est l'instigateur de ce dialogue-là, parce que le communiqué nous dit qu'il y a une mission qui a été établie et que la délégation était même composée, on en notait justement 5 personnalités. Il y a des juristes, il y a des technocrates et puis il y a des acteurs de la société civile. Sauf que aux dernières nouvelles ou bien au dernier moment, le M23 s'est rétropédalé justement en prenant comme prétexte les sanctions de l'Union européenne, comme le dit le communiqué d'ailleurs. Et je crois que de façon objective, je trouve que quelque part le M23 a raison justement de repousser chemin, contrairement à ce que disent en fait mes co-débatteurs. Parce que pendant longtemps, c'est vrai qu'ils sont tous d'accord que le M23 aujourd'hui est téléguidé ou bien est soutenu par un président comme Paul Kagame. Et depuis le déclenchement de cette crise-là, on a vu les tractations, on a vu la bonne volonté justement d'un président rwandais comme Paul Kagame qui était justement disponible à discuter avec qui de droit pour justement éclaircir les tensions ou bien pour justement éclaircir la situation qui provoque dans l'est du Congo. Mais il a été souvent heurté au refus de son homologue congolais. Maintenant, l'heure est justement sonnée d'aller geler le gel du silence. Mais malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, il est confronté de nouveau aux sanctions de l'Union européenne. Et c'est comme des acteurs politiques qui justement veut aller à un dialogue qui à un moment donné qui retrouve que des militants ou bien leurs militants sont maintenus en prison. C'est-à-dire que je schématise le sujet comme tel. Vous avez des partis politiques, peut-être partis politiques de l'opposition qui entendent organiser des manifestations et au cours de ces manifestations, là, des militants ont été arrêtés et maintenus en prison. Mais au même moment, le gouvernement contre lequel ils ont manifesté demande un dialogue. C'est de bonne loi qu'avant d'aller justement à ce dialogue-là, que l'opposition qui a ses militants en prison demande la libération d'abord de ces militants-là. Je crois qu'aujourd'hui, le M23... Est-ce que le schéma correspond? Parce que là, ce n'est pas des arrestations, c'est des sanctions qui sont prises pas par la RDC, parce que les sanctions de la RDC existaient bel et bien. Je voulais voir si c'est allégorie en fait. Oui, je voulais voir si cette allégorie correspond, parce que là, les sanctions prises par la RDC existaient bel et bien avant qu'ils n'acceptent d'aller aux négociations de Luanda. Ce qui les fait rechanger d'avis, selon leur communiqué, c'est les sanctions prises par l'Union européenne et les frappes faites par l'armée congolaise sur le terrain. Je rappelle que c'est eux qui ont mené une offensive et qu'ils ont conquis des territoires dans l'est de la RDC. Ils auraient aimé que la RDC ne riposte pas et qu'ils aillent dans les discussions sans riposte de la RDC et que la communauté internationale ne prenne pas des sanctions. C'est ce que vous aurez aimé? Sauf que dans ces genres de situations, il y a toujours ce mot-là qui revient. C'est-à-dire que la force de frappe ou bien la capacité de mobilisation de tous chacun. C'est-à-dire un rapport de force en fait. Oui. Il y a toujours ce rapport de force-là qui prévaut. Ils vont au dialogue, on va justement demander qu'il y a de laisser prise. Mais dans cette situation-là, je trouve que la République démocratique n'est pas en position de frappe. Et donc, il revient, justement, on est tous d'accord que c'est le M23 qui contrôle le jeu. C'est le M23 qui a la situation à main. Et donc, pour justement aller à ce dialogue-là, c'est tout à fait normal que vous voyez que le M23 pose ce qu'on appelle des préalables. Moi, justement, la demande de la levée des sanctions, pour moi, est un préalable. Sauf que le M23 n'a pas posé de préalable pour non, mais c'est une forme de préalable. Sauf que ils ont juste annoncé qu'ils ne participeront pas. Sauf que le mouvement ne l'a pas dit de façon explicite. Si le M23 vous dit que il a annulé sa participation juste parce que l'Union européenne maintient
les sanctions, c'est une forme, en fait, c'est une suppose, forme de demande, hein, ça dit que c'est une forme de préalable que le mouvement est en train de poser. Et donc vous estimez que quand l'Union européenne va lever ses sanctions, le M23 va participer? C'est pour ça que je dis, parce qu'on a l'habitude de dire un proverbe africain qui dit que c'est quand le sage veut mourir qu'il fait chaud dans la forêt. Devant cette situation, ce qui a lieu de faire, c'est de mettre le M23 devant le fait accompli. Levons les sanctions et regardons s'ils vont justement continuer par maintenir leur position. Est-ce que ce ne serait pas plutôt tracer un pavé devant... Non, c'est pas pavé tracé, c'est pas lasser un pavé dans la main comme tu aurais pensé, mais je pense qu'il faut justement mettre les gens devant le fait accompli. Aujourd'hui, ça ne coûte rien justement à l'Union européenne de lever cette sanction-là et de donner une chance à ce dialogue d'aboutir. Parce qu'au-delà de ce que réclame le M23, il y a toujours cette position du facilitateur en soi-même qui est touché du doigt. Parce que vous pensez que le président angolais prend position? Voilà, on pense que le président angolais a pris position, a pris fait et cause pour la aide à la République démocratique du Congo. C'est vrai que le communiqué ne le stipule pas, mais quand vous faites des recherches et quand vous lisez entre les lignes, c'est ce que vous allez découvrir. En tout cas, merci donc beaucoup. je crois que le M23 aujourd'hui se dit qu'il n'est pas en position, c'est-à-dire qu'il trouve que toutes ces institutions-là sont contre lui et qu'il va justement avoir des garanties avant d'aller à ce dialogue-là. Merci beaucoup à vous, Louis Kamako. Alors, je reviens à vous, Thierry Afanoukoé. Si le M23, la FC M23 avance comme raison, les frappes ou la contre-attaque menée par l'armée congolaise sur le terrain et les sanctions internationales, et dire que ces raisons ou bien ces faits font qu'il n'est plus en mesure de participer au dialogue, faut-il comprendre que ces sanctions commencent par porter fruit et que sur le terrain, la RDC peut mettre la pression avec les frappes et les actions coordonnées? Oui, je crois que les sanctions qui sont tombées depuis hier, je dirais, sont une bouée d'oxygène pour la RDC, en plus des frappes sur le terrain. Ces sanctions-là, je l'ai dit, que la communauté internationale a trop tardé en prenant ces sanctions. Maintenant, je crois qu'il faut élargir le champ des sanctions pour décourager, pour dissuader davantage ces rebelles-là de continuer dans leur marche macabre sur le territoire congolais. Vous avez vu, il a fallu qu'on puisse augmenter, si je peux le dire ainsi, le nombre des sanctionnés, que ça pose déjà problème. Il y a des généraux rwandais qui se retrouvent dans cette situation de sanctions. Il faut noter qu'il y a des Congolais aussi qui sont... Oui, tout à fait. Mais c'est là où ça fait plus mal, c'est que ces généraux-là sont des proches de Kagame, c'est des pivots, c'est des piliers du régime rwandais même. C'est-à-dire que, et à voir ce qui se passe, la colère de Kigali, c'est que il y a une crainte qu'il y a contagion, il y a une crainte que d'autres sanctions s'en suivent, peut-être avec les États-Unis, avec le Royaume-Uni, avec d'autres puissances. Donc c'est pour cela que Kigali réagit de la sorte. Et je crois que maintenant, on sent que l'armée congolaise s'est réveillée avec les ripostes, avec les nouvelles frappes en question. Il y a des drones qui sont venus en appui, il y a des combats qui sont menés au sol. Donc, je crois que avec ce réveil-là, les jeux seront équilibrés sur le terrain. Je crois, je l'ai toujours dit ici, il faut penser réarmer les FRDC, et c'est ce qui est en train d'être fait, et je crois que ça va porter les résultats sur le terrain. Si ça porte fruit, un nouveau round de discussion est-il envisageable? Pour le moment, moi je serai à la place du régime de Kinshasa, que je ne vais plus privilégier l'option de dialogue, l'option de négociation. Du moment où si le M23 en parle, c'est parce que les frappes ou les ripostes des FRDC
RDC font déjà mal et portent déjà des fruits. Donc, il faut continuer dans cette lancée. Merci beaucoup à vous, Thierry Afanouké. Alors, Maoulolo Samson Alidja, le M23 annonce ou bien avance comme raison pour ne plus participer au dialogue les sanctions prises par les organisations internationales, mais aussi les frappes menées par les FARDC sur le terrain. Peut-on estimer que ces actions sont en train de porter fruit? Oui, évidemment. Mais je pense que ces arguments sont un peu, les arguments du M23 sont assez gauches parce que la communauté internationale ou l'Union européenne n'est pas partie des discussions. Donc, le fait de boycotter ces discussions-là ne vont pas provoquer un allègement des sanctions. J'espère même d'ailleurs que ces sanctions seront plutôt renforcées, seront plutôt enfoncées pour que le pays soit beaucoup plus, pour que ce mouvement rebelle soit beaucoup plus privé des moyens et qu'elle aille aux négociations pour chercher une solution concertée à ce conflit-là. Contrairement à ce que vient de dire aussi mon confrère Thierry, je pense que le conflit dans l'Est de la RDC est un conflit qui dure quand même depuis 30 ans. Et un conflit qui dure depuis 30 ans n'a pas de solution militaire. Le gouvernement congolais doit continuer par maintenir la porte ouverte aux négociations, tout en continuant évidemment son action sur le terrain, parce qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. La seule fois où le M23 lui-même a décrété un cessez-le-feu, c'est pour avancer après sur Bukavu. Donc, aucune déclaration du M23 ne peut être prise actuellement au sérieux. Il faut une négociation, il faut un cessez-le-feu, il faut que les garanties soient apportées pour que le cessez-le-feu soit respecté. Louis disait que le M23 n'a pas eu de garantie. Au contraire, ils ont eu la garantie de l'Angola qui s'est porté garant de leur séjour à Luanda. Ils devaient même partir à Kampala, prendre un vol affecté par le président angolais depuis Kampala, arriver à Luanda, faire les 4 jours et retourner à Kampala et après à Goma. Donc, toutes les garanties, je ne vois pas quelle garantie on pouvait apporter de plus parce que le candidat derrière jouait un rôle de garant. Donc, s'il refuse d'aller aux négociations, comme je l'ai dit, selon moi, c'est parce que Kigali a fait pression pour qu'il n'y aille pas. Parce que Kigali s'est senti vraiment blessé dans son orgueil propre par ces sanctions-là qu'il n'espérait pas. Et comme l'a dit Thierry, d'autres sanctions sont sûrement dans le pipeline, l'Union européenne l'a dit, parce que tant que les troupes rwandaises seront toujours dans l'est de la RDC, et tant qu'il n'y aura pas un cessez-le-feu, la communauté internationale se réserve le droit de continuer par sanctionner. Un nouveau round de discussion entre Kinshasa et le M23 est-il envisageable? Elle est souhaitable. Envisageable, je ne saurais le dire, mais ce round-là est vivement souhaitable parce que ce conflit n'aura pas de résolution militaire. Même si demain, la RDC arrivait à reprendre le dessus militairement sur le terrain, ça serait pour une courte période de temps, parce qu'on ne le dit pas souvent, le M23 et la RDC et les forces armées de la RDC ne sont pas les seuls acteurs en présence. Justement. On a beaucoup d'autres groupes militaires dont on n'entend pas parler, une centaine de groupes militaires dont on n'entend pas parler actuellement, qui risquent de fusionner, de revenir au devant de la scène. Il faudrait que les deux parties puissent s'asseoir et j'encourage vivement le gouvernement congolais à continuer ses actions militaires sur le terrain, mais à maintenir la porte du dialogue ouverte. Merci beaucoup à vous, Maoulolo Samson Alidja. Louis, alors que faire pour que les discussions reprennent ou bien que la paix arrive dans l'est de la République démocratique du Congo? Un nouveau dialogue, lever des sanctions, ou faut-il continuer à mettre la pression? Je crois que je l'ai dit. La première des choses à faire, c'est justement de lever les sanctions parce que c'est ça aujourd'hui qui constitue l'argument. Ou bien, oui, c'est ça qui constitue l'argument justement du M23. C'est pour ça que je demande que ce mouvement-là soit mis devant le fait accompli. Il faut qu'on essaie de tester aujourd'hui sa bonne foi. D'aller justement à des gens qui sont des rebelles en quelle bonne foi. Non mais c'est des rebelles quand même, hein? Mais c'est des rebelles, mais aujourd'hui malheureusement c'est eux qui ont le vent en poupe, c'est eux qui ils ont annoncé c'est le feu. Ça je ne sais pas. Voilà, vous l'avez si bien rappelé. Je sais qu'ils essaient de rouler tout le monde dans la farine. Mais il faut continuer justement parce qu'aujourd'hui, est-ce que la RD Congo... Ils ne font rien sans l'autorisation ou la bénédiction de Kigali. Est-ce que l'armée congolaise a les moyens de venir à bout du M23 aujourd'hui? C'est un début. Alors, je ne pense pas. Est-ce que si le M23, l'AFC dans ce communiqué, la SM23 dans ce communiqué évoque les frappes, parce qu'on semble ignorer cet aspect, les frappes et les avancées sur le terrain dans l'est de la RDC menées par la FARDC, en plus des sanctions, n'est-ce pas dire que d'une certaine manière, ils ont commencé par toucher la cible et c'est là plutôt que ça fait mal? Non, c'est pour ça d'ailleurs, je voulais revenir sur ce que disait Samson tout à l'heure, quand il dit que l'Union
européenne n'est pas partie prenante en fait de cette crise-là. Je suis d'accord. Du dialogue, mais je me dis que cette guerre, la guerre en réalité, c'est une guerre par procuration et les décisions se prennent ailleurs. Et dans une telle guerre, dans un tel conflit, les soutiens s'avèrent nécessaires. C'est pour ça que le M23 demande d'abord que les sanctions soient levées. Parce que si les sanctions sont maintenues et qu'ils aillent justement à ce dialogue-là, il y aura un défaut d'impartialité, en fait, des conclusions. Il y aura un défaut de facilitation dans ce dialogue-là. Quand on va à une discussion, n'est-ce pas le vœu de chaque parti de prendre le dessus pour pouvoir imposer sa position? Pardon? Quand on va à une discussion, c'est plutôt le vœu de chaque parti de prendre le dessus pour pouvoir imposer sa position. C'est ce qu'on appelle le rapport de force. Mais quand le schéma se dessine, quand vous pensez que la balance est pensée d'un côté au détriment d'un autre, je ne pense pas que les acteurs vont pouvoir l'accepter. C'est pour ça que je dis que ce qui se joue aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Tout le monde se dit que c'est l'homme 23 qui sème le bordel. Je suis tenté d'être d'avis, mais après tout, je crois que il y a une part de responsabilité en réalité qui revient aux autorités congolaises aussi. Parce que quand vous avez pendant longtemps, dans un État que vous n'arrivez pas à mettre en place une armée républicaine, une armée qui s'est qui s'est démarquée en fait de la corruption, une armée qui à un moment donné s'est dit mais il faut justement s'extirper en fait je sais pas, des gens qui n'ont pas la fibre républicaine. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on doit accuser à tous les niveaux le M23. Donc, c'est pour ça que je dis, on est d'accord que le M23, c'est lui qui sème le bordel, mais également, il y a une part de responsabilité qui revient en fait aux autorités congolaises. Et donc, c'est pour ça que je dis, à un moment donné, les deux doivent se mettre d'accord que cette crise-là ne peut être résolue autour d'une table de négociation. Et ce qui est désolant, c'est que... Est-ce qu'il ne faut pas continuer le combat pour contraindre le M23 à négocier? Non, mais les combats ont toujours lieu sur le terrain. Mais ça n'a pas résolu, ça n'a pas résolu le problème. Parce que le problème demeure d'actualité. Ça veut dire qu'on ne peut pas vouloir dire qu'on veut combattre ce mal-là, pas le mal. Quand on le fait, ce sont les morts qui continuent justement par s'augmenter. Et l'option, c'est pour ça que je dis l'option militaire doit être mise de côté, qu'à un moment donné, les uns les autres doivent comprendre que en continuant pas à faire crépiter les armes, ça ne rend pas service en fait aux populations congolaises. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions dans la logique de trouver une solution. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté de développement de l'Afrique australe et de la communauté de l'Afrique de l'Est se sont réunis au Zimbabwe. Nous en parlerons dans la troisième partie de cette émission. Le temps de marquer la pause pour le journal, puis on reviendra juste après.